pour la Réserve fédérale des États-Unis. Chaque mise à jour mensuelle du rapport sur l'emploi est décisif et la prochaine mise à jour a lieu ce vendredi 7 février. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Oui, inflation, emploi. La Fed qui, la semaine dernière, donc le 29 janvier, a marqué une pause dans le cycle baissier des taux d'intérêt qu'elle a engagé en septembre 2024. Déjà 4 baisses de taux. Pause, mais tout ceci est provisoire. La Fed l'a rappelé, encore une fois, ne tombez pas dans le piège d'une Fed que vous allez considérer trop hawkish. Viendra la reprise des baisses du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, plein de choses à vous dire dans cette semaine, première semaine de février qui s'annonce hyper intéressante sur le plan des fondamentaux. Mais oui, des amis, pour la Réserve fédérale, chaque mise à jour des statistiques du marché du travail américain, chaque mise à jour est décisive. Et cette première semaine de février, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi. Avez-vous pris le temps de lire le dernier communiqué de la Fed, où elle rappelle l'équilibre entre l'inflation et l'emploi? Ah oui, alors, sa volonté d'atteindre ses objectifs, 2% d'inflation et un marché du travail avec le plein emploi. Mais c'est très important de noter que l'inflation n'est pas le sujet numéro 1. Les deux sont sur la première marche du podium. Et donc, plus que jamais, pour envisager une reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux avant juin, pourquoi pas en mars, ou en mai, en tout cas avant juin. Il faut pour cela un marché du travail qui ne soit pas trop inflationniste et une reprise de la désinflation. Pour ce qui est de la reprise de la désinflation, j'ai traité le sujet la semaine dernière dans le Top Gun. Et faites-moi confiance, vous allez voir que les chiffres de l'inflation publiés ce mois de février seront bons et vont tendre vers la cible de la Fed. Maintenant, cette semaine, c'est la semaine de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? Nous allons faire un certain nombre de choses intéressantes. Tout d'abord, je vous explique pourquoi l'emploi reste décisif. Non pas de manière absolue, mais d'un point de vue relatif, par rapport à ce que nous communique la Fed, par rapport au seuil d'alerte de la Réserve fédérale des États-Unis, par rapport à certains indicateurs avancés de l'emploi, par rapport aussi à ce qui est la remontée des taux d'intérêt du marché, les taux obligataires américains, qui remontent depuis septembre dernier et qui commencent à mettre la pression sur certaines entreprises. Vous le savez, un sondage intéressant a été fait par Bloomberg. Plus de 60% des entreprises américaines expliquaient qu'un taux obligataire à 10 ans, au-delà de 5%, les menace dans leurs perspectives d'investissement et donc, in fine, se traduit par des destructions d'emplois. Nous n'en sommes pas là. Le taux à 10 ans américain s'est approché des 5%, mais il reflue. D'ailleurs, les taux obligataires refluent parce que les indicateurs avancés de l'inflation sont optimistes. Reprenez le Top Gun de la semaine dernière sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On fait plein de choses intéressantes. Je vais aussi vous parler sur analyse technique DeepSeek. Donc, première partie, pourquoi l'emploi est décisif? Toutes les statistiques américaines de l'emploi sont mises à jour cette semaine. Je les reprends toutes une à une. Et pour vous rappeler que le moindre tic à la hausse du taux de chômage aux États-Unis, actuellement à 4,1% de la population active, le moindre tic qui le rapprocherait du seuil d'alerte de la Réserve fédérale des États-Unis, alerte, qui est fixé à 4,3% de la population active, amènerait la Fed à être réactive et tout de suite reprendre ces baisses de taux. Mais nous n'en sommes pas là. Nous verrons bien cette semaine comment vont se comporter les statistiques américaines du marché du travail. Deuxième partie, cette semaine, vous avez la mise à jour, on parle aussi bien sûr emploi, croissance économique, c'est lié. Il y a de la croissance, il y a de l'emploi. S'il y a moins de croissance, il y a moins d'emploi. Cette semaine est mise à jour la version ISM des PMI, les Purchasing Manager Index, les indicateurs PMI dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, selon l'ISM. L'ISM, cet institut hyper respecté
par les économistes aux États-Unis et qui dévoile les perspectives de la croissance aux États-Unis, et notamment avec une composante emploi et inflation. Oui, pour chaque PMI, services, manufacturiers et composites, vous avez une composante emploi et inflation. Et ça, c'est majeur pour se projeter sur l'emploi et la croissance future. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi, plus les PMI de l'ISM. C'est monstrueux comme semaine macroéconomique. Et enfin, troisième partie, DeepSeek. Le service DeepSeek est-il une menace sur le plan technique, sur le plan graphique, pour le S&P 500 et pour Nvidia, qui sera mon proxy des stars de la tech US. Je vous fais donc le suivi technique de l'indice S&P 500, de l'action Nvidia, et je vous propose aussi l'analyse technique des actions Amazon et Google, qui sont les derniers GAFAM, les derniers Magnificent Seven, à publier cette semaine leurs résultats trimestriels. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Pour la Réserve fédérale, chaque rapport mensuel sur l'emploi est donc décisif. Il n'y a pas que l'inflation. Alors le programme de la présentation, je vous l'ai détaillé en introduction. Je mets ici les choses à l'écrit. 3 grandes parties. La première partie, oui, à égalité. Alors je mets après l'inflation, mais à égalité avec l'inflation. Chaque semaine qui voit les statistiques américaines de l'emploi publiées peut être décisive pour la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Cette semaine, je mets sous très haute surveillance, je mets sous extrême haute surveillance macroéconomique la mise à jour des PMI de l'ISM pour l'économie américaine, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, troisième partie, y a-t-il eu un impact technique, une menace technique de DeepSeek sur la tendance haussière de fond du S&P 500, de Nvidia et aussi de Amazon et Google, parce que les deux entreprises publient leurs résultats cette semaine. C'est parti, première partie. Taux de chômage aux États-Unis. Faites attention au moindre tic à la hausse cette semaine. Oui, donc, cette semaine, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi, et en particulier, donc, le rapport NFP publié le vendredi 7 février, où l'on s'interroge des conséquences de la remontée des taux d'intérêt du marché, des taux obligataires, avec notamment le 10 ans américain qui est passé de 3,60 à quasiment 4,80, même si depuis le reflux s'étant approché du seuil des 5%, le seuil des 5% pour le rendement obligataire américain, qui est considéré par la plupart des entreprises, et c'est un sondage Bloomberg qui nous l'a dit, par la plupart des entreprises comme un seuil pouvant remettre en cause des projets d'investissement et donc malmener ces entreprises, notamment au bilan financier le plus faible. Cette semaine, donc, toutes les statistiques américaines de l'emploi sont mises à jour, c'est ce dont nous allons parler. Toutes les statistiques américaines de l'emploi sont mises à jour avec, en particulier, donc, le vendredi 7 février, la mise à jour du rapport NFP. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, l'inflation et le marché du travail ont maintenant une importance égale dans la détermination de la politique monétaire à venir de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors un marché du travail américain qui a fait preuve de résilience ces derniers mois et qui a donc amené la Fed mercredi 29 janvier à adopter une posture de pause, de statu quo dans sa politique monétaire, après avoir baissé les taux 4 fois l'année dernière. La Fed est donc en mode stand-by, en attendant de voir comment les chiffres vont évoluer. Et je vous rappelle d'ailleurs que dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques de décembre dernier, la Fed a fixé un seuil d'alerte pour le taux de chômage aux États-Unis à 4,3% de la population active. Alors, sur le dernier rapport NFP, le taux de chômage a baissé de 4,24, car ici c'est arrondi, mais il était à 4,24%, il est tombé à 4,10%, mais vous constatez que depuis le printemps dernier, la dynamique était à la hausse et qu'au fond, ce taux de chômage est quand même tout proche du seuil d'alerte de la Réserve fédérale des États-Unis. La Fed a dévoilé donc la semaine dernière une décision de politique monétaire. Il faut absolument que nous passions une petite minute sur le communiqué de presse qui a été publié par la Réserve fédérale des États-Unis, qui me semble très important. Alors, oui, le taux de chômage se maintient à un niveau bas, très bien.
oui, l'inflation reste élevée, mais ce qui compte, et il faut savoir lire entre les lignes, ou même c'est écrit noir sur blanc, le comité juge les risques, cherche à atteindre un objectif d'inflation et d'emploi avec une importance égale. Voilà en fait ce que nous dit cette ligne. Cette ligne nous dit que l'objectif d'emploi a la même importance que l'objectif d'inflation. Et bien sûr, la Fed va évoluer donc les prochaines datas à venir, mais c'est vraiment l'objectif. Elle le réécrit ici. Le comité de politique monétaire de la Fed est dédié à maintenir l'emploi à son maximum et à ramener l'inflation à 2%. Il n'y a donc pas, si vous voulez, de classement entre l'objectif d'inflation et l'objectif d'emploi. Ici, vous avez donc le taux de chômage aux États-Unis, non pas en pourcentage de la population active, mais en millions de personnes. Et donc, actuellement, il y a 6 886 000 chômeurs aux États-Unis. Et effectivement, le taux de chômage a gagné quasiment 1 million de personnes depuis environ un an. Alors, il ne prend pas une courbe haussière de type récession économique, mais effectivement, nous sommes ici à un seuil d'alerte que la Fed en fait fixe environ à peu près à 7 millions de personnes, 7 500 000 de chômeurs aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, cette première semaine du mois de février, voilà la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi. Et la question est de savoir si la remontée des taux d'intérêt depuis septembre dernier peut représenter un risque pour le marché du travail aux États-Unis. Et donc, effectivement, le 7 février, vous avez donc le rapport NFP aux États-Unis. Le jeudi 6 février, comme d'habitude, vous allez avoir les inscriptions hebdomadaires initiales et continues au chômage aux États-Unis. Le mercredi 5 février, l'enquête ADP. Le mardi 4 février, les créations d'emplois aux États-Unis. Et puis aussi donc, et ça j'aborde ce sujet un peu plus tard dans la vidéo, la mise à jour cette semaine du PMI manufacturier selon l'ISM aux États-Unis. Et encore plus important, mercredi 5 février, la mise à jour du PMI des services selon l'ISM aux États-Unis, sachant que les services représentent 80% du PIB aux États-Unis. Donc ceci est majeur, et donc ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la tendance à venir du S&P 500 et du marché obligataire aux États-Unis reste parfaitement liée au timing de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, nous connaissons l'inflation US. L'inflation US, je vous ai fait une émission Top Gun sur ce sujet pour vous expliquer qu'à partir du mois de février, il y aura des bonnes nouvelles. Donc c'est ce que nous verrons tout au long du mois de février. En ce qui concerne le marché du travail, mes indicateurs avancés ne me permettent pas de me positionner. Et donc ce rapport NFP du vendredi 7 février est majeur et il se compose de plusieurs statistiques dont nous allons parler. Alors effectivement, le marché du travail aux États-Unis, c'est d'abord de la résilience, mais c'est aussi chaque mois un nouveau reality check. Plusieurs statistiques me semblent importantes. Je vous ai donc mis ici l'ensemble des statistiques de l'emploi aux États-Unis qui me semblent importantes à suivre chaque mois, et nous allons donc les passer en revue. Le taux de chômage aux États-Unis en pourcentage de la population active et aussi le nombre de chômeurs en millions de personnes, les inscriptions initiales et continues hebdomadaires au chômage aux États-Unis, c'est chaque jeudi, le taux de chômage U6 aux États-Unis, qui est donc en fait le vrai taux de chômage, la profondeur du taux de chômage, les personnes qui ne cherchent plus d'emploi ou qui sont avec un travail précaire, l'enquête ADP, qui couvre environ 18%, 20% de la population active aux États-Unis, la croissance des salaires aux États-Unis, qui fait le lien entre le marché du travail et l'emploi, le nombre d'ouvertures d'emplois aux États-Unis chaque mois, et ça c'est très important en termes de tendance. Bien sûr, le Real-Time Sam Rule Recession Indicator, la règle de Sam, pour savoir si oui ou non nous sommes en récession. Et bien sûr, le rapport NFP, avec à l'intérieur du rapport NFP, la statistique la plus importante, les créations nettes d'emplois. Alors, le taux de chômage aux États-Unis, eh bien, il a reculé donc effectivement à 4,1% de la population active, après ici, en novembre, avoir atteint, parce que là, le chiffre est arrondi, mais avoir atteint 4,24% de la population active. Et je vous rappelle
que le seuil d'alerte de la Réserve fédérale des États-Unis se trouve à 4,3%. C'est ce qu'elle avait bien indiqué dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques lors de sa décision de politique monétaire du mois de décembre dernier. Donc ce taux de chômage sera bien sûr mis sous haute surveillance. De la même façon, le taux de chômage U6, aussi, bien sûr, alors qu'il s'est replié le mois dernier, mais là aussi, dépasser les sommets de l'été dernier serait négatif. Donc ça, ce sont deux choses à suivre. L'enquête ADP, bien sûr, alors qui ne couvre que 20% de la population active aux États-Unis. En fait, si vous voulez, pour l'enquête ADP, pour les créations d'emplois du rapport NFP, et pour l'enquête ADP, il est communément admis que au-dessus de 100 000 créations nettes d'emplois, eh bien, ces créations d'emplois permettent d'absorber les nouvelles arrivées dans la population active aux États-Unis. Donc, l'enquête ADP avait une tendance plutôt à la baisse ces derniers mois, et nous sommes proches 122 000. Donc là, il va falloir vraiment voir ce que donne l'enquête ADP cette semaine. Vous avez aussi, alors ça c'est très important à suivre, c'est la croissance des salaires aux États-Unis qui fait le lien entre inflation et emploi. Et naturellement que pour envisager une reprise des baisses de taux aux États-Unis, il faut que la tendance baissière de la croissance des salaires se poursuive. La tendance baissière de la croissance des salaires qui est effectivement là, mais nous ne sommes pas encore revenus au monde d'avant. Le monde d'avant le Covid, la croissance des salaires était comprise entre 2,5 et 3,5. Entre 2,5 et 3,5% en rythme annuel. Là, la croissance des salaires est à 2,9. Il est important que cette courbe reprenne la direction du sud pour envisager que la Fed réengage la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. De la même façon, quel est l'état de santé du marché du travail aux États-Unis? Il faut regarder la tendance de la courbe des ouvertures d'emplois, des nouveaux jobs aux États-Unis. Et là aussi, donc cette statistique est mise à jour cette semaine. Et ces derniers mois, donc, on voit bien un ralentissement du marché du travail aux États-Unis avec une baisse des ouvertures d'emplois mois après mois, sauf avec un petit rebond ces 2 derniers mois. C'est intéressant parce que la courbe en septembre dernier était presque revue au niveau d'avant la crise sanitaire. Bon, là, c'est effectivement quelque chose de positif. Nous verrons cette semaine ce que donne la mise à jour de cette statistique. Ensuite, la règle de Sam, vous la connaissez. La règle de Sam qui nous dit que lorsque le taux de chômage, lorsque la moyenne mobile à 3 mois, du taux de chômage atteint 0,50%, lorsque la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois atteint 0,50%, là elle est à 0,40%, eh bien, donc c'est la croissance, lorsque cette moyenne mobile augmente de plus de 0,50%, moyenne mobile c'est moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage, eh bien la récession est en vue. Et elle est remontée ces derniers mois, elle a fait un pic à 0,50, elle est retombée à 0,40. Donc ça c'est à suivre, et bien sûr que c'est directement lié à ce que sera la mise à jour du taux de chômage aux États-Unis. Et enfin, vous avez les créations nettes d'emplois, où après un épisode de grève en septembre dernier aux États-Unis, les créations nettes d'emplois rebondissent. Et là aussi, tout l'enjeu est d'en avoir plus de 100 000 pour permettre au marché du travail américain de rester solide. Et donc les créations nettes d'emplois, les NFP, 256 000, 212 000, ici c'est au total à 43 000. Voilà, donc ça, tant qu'on a des chiffres aussi élevés, le marché du travail n'est pas menacé. Mais là aussi, donc c'est probablement, ici vous avez la statistique la plus importante de la semaine. Sachant qu'il faut aussi regarder la distribution de ces créations nettes d'emplois. L'économie américaine étant une économie de services, tant que les services créent des emplois, le marché du travail aux États-Unis n'est pas menacé. Donc tous ces chiffres, nous allons les suivre cette semaine lors de leur mise à jour. Ensuite, c'est une semaine très importante sur le plan de la croissance économique. Et notamment, nous avons cette semaine la mise à jour des PMI de l'ISM, qui permettent de se projeter sur la croissance économique future,
qui permettent de se projeter sur la croissance économique future. Donc l'ISM, qui est un institut extrêmement respecté aux États-Unis et qui édite donc ces fameux PMI, où vous connaissez le principe, au-dessus de 50 c'est l'expansion, sous 50 c'est la contraction, et il faut notamment se concentrer sur le PMI des services, car l'économie américaine est surtout une économie de services, mais le PMI industriel a aussi son importance. Et ce qui est intéressant en fait avec ces deux indicateurs, c'est qu'ils ont une composante inflation et une composante emploi. Donc ces PMI permettent de se projeter sur la croissance économique future et permettent de traiter à la fois le sujet de l'emploi et le sujet de l'inflation. Donc ça, c'est à suivre cette semaine. Vous avez d'abord donc le PMI des services, le PMI manufacturier de l'ISM, donc lui qui est toujours sous 50, donc on a un secteur industriel en contraction aux États-Unis, et il faudra se concentrer sur la composante prix et la composante emploi qui reste sous pression, et vous avez surtout le plus important, et là c'est toujours en croissance aux États-Unis, le PMI de l'ISM dans le secteur des services. Tant qu'il se maintient au-dessus de 50, les services aux États-Unis restent en expansion, et surtout le marché va regarder la composante emploi, si elle ralentit ou pas, et la composante prix, car sachant que, je vous rappelle, et je vous renvoie à mon émission Top Gun, les services représentent 60% du calcul en moyenne des services, du calcul du CPI, de l'inflation CPI et de l'inflation PCE. Donc ça, ce sont vraiment deux chiffres très importants à suivre cette semaine. Et maintenant, pour conclure, chers amis, y a-t-il eu un impact technique, négatif ou pas, sur le S&P 500, sur Nvidia? Et cette semaine, vous avez les résultats d'Amazon et Google. Donc je vous propose aussi l'analyse technique de Google et de Amazon. Y a-t-il eu un impact technique négatif de DeepSeek? J'ai demandé à ChatGPT. Nous allons regarder sa réponse. Et puis, nous allons aussi donc faire passer directement sur les graphiques. Et donc, j'ai interrogé directement ChatGPT, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, j'ai voulu, pour rigoler, hein, c'est pour rigoler, poser une question simplement à ChatGPT, es-tu meilleur que DeepSeek? Et grosso modo, ChatGPT nous dit que oui, sauf finalement si on recherche eh bien, un système qui soit dédié notamment à tout ce qui est code informatique, mais de manière plus globale, ChatGPT nous dit être encore le choix le plus fort, et ici donc avec une comparaison entre les deux. Donc, selon ChatGPT, eh bien non, DeepSeek n'est pas un problème. Maintenant, ça c'est selon ChatGPT, quel est le message de l'analyse technique? Est-ce qu'il y a eu un risque pour la tendance de fond haussière dont je vous fais le suivi sur le S&P 500 depuis de nombreuses années maintenant? C'est parti, nous passons sur les graphiques. C'est parti, nous passons en revue l'analyse technique du S&P 500, de Nvidia, de Amazon et de Google. Je vous rappelle qu'Amazon et Google publient leurs résultats financiers cette semaine. Alors, vous avez sous les yeux un triptyque qui expose en haut à gauche la représentation graphique en données mensuelles du contrat futur S&P 500, en bas à gauche la représentation graphique en données hebdomadaires du S&P 500, et à droite en données journalières. En données mensuelles pour l'approche globale macro, l'approche de long terme, j'envisage donc que le cycle haussier du S&P 500 se termine en seconde partie d'année 2025, lorsqu'une divergence baissière prime-momentum sera visible sur l'horizon de temps mensuel, et au stade actuel, le RSI, qui représente ici le momentum du marché, est en zone de surachat, mais ne présente pas encore de divergence en données mensuelles. Donc rien à signaler sur cet horizon de temps. En données hebdomadaires, vous connaissez donc le décompte que je vous propose depuis maintenant 2 ans, qui est celui donc d'une grande vague impulsive décomposée en 5 temps, la vague 1, la vague 2, la grande vague 3, la vague 4, et nous sommes donc là actuellement dans le développement de la vague 5. Cette vague 5, je la vois culminer cette année à 6500 points sur l'indice S&P 500. Alors quand j'enregistre cette vidéo en données hebdomadaires, eh bien, le support des 6000 points est toujours actif, est toujours préservé, et en données hebdomadaires du système Ichimoku, le marché reste soutenu ici par la Tenkan Weekly, donc il n'y a pas d'alerte technique particulière sur cet horizon de temps pour le S&P 500. La question est donc que nous nous intéressons au sous-décompte de la vague 5 qui doit nous mener cette année à 6500 points, j'ai bien dit cette année, c'est-à-dire
pas aujourd'hui, pas cette semaine, mais au second semestre, selon mon approche de timing, de l'année 2025. Alors, à l'intérieur de cette sous-vague 5, j'identifie une première vague, une deuxième, une grande 3, la grande 3 ayant largement profité de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, et désormais le marché se trouve dans une alternative. Alors, l'alternative est la suivante, l'alternative se compose de deux choix. Le premier choix est une vague 4 qui ne soit pas terminée et qui pourrait prendre la forme d'un regular flat, A, B, C, regular flat, et donc ici revenir s'appuyer sur la moyenne mobile à 200 jours, et donc une vague 4 qui retrace entre 38,2 et 50% de la vague 3 et partir, ou l'autre approche serait une vague 4 déjà terminée, et nous serions déjà donc dans la sous-vague 5 de la grande 5, cette approche-là tient la route en fait, tant que le marché s'accroche aux 6000 points. Donc la combinaison des facteurs techniques nous montre que les 6000 points sont aussi renforcés par le nuage journalier ici du système Ichimoku. D'un point de vue du sentiment du marché, le réservoir des vendeurs s'est un peu vidé, le réservoir des acheteurs s'est un peu vidé, le réservoir des vendeurs a un peu augmenté. Bon, là, la lecture globale est globalement neutre. De la même façon, d'un point de vue quantitatif, où je représente ici le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, nous sommes ni en zone extrême à la vente, ni en zone extrême à l'achat, nous sommes ici en plein milieu de cette approche quantitative. Donc pour le S&P 500, tout l'enjeu est de savoir donc si cette vague 4 est déjà terminée, et en termes de probabilité, nous pouvons partir du principe que oui, tant que le marché se maintient au-dessus des 6000 points. Casser les 6000 points, c'est revisiter cette zone et probablement prendre appui sur ce gap et la moyenne mobile à 200 jours avant de repartir. Y a-t-il eu donc un impact technique négatif de DeepSeek sur le marché? Bien sûr que le meilleur baromètre, c'est Nvidia. Alors Nvidia, c'est intéressant de noter que son parcours boursier est exceptionnel et qu'une pattern en données hebdomadaires ici est en cours de formation, une pattern qui est clairement une pattern d'épuisement en biseau ascendant. Alors, la démonstration de DeepSeek a créé donc ce que j'appelle le DeepSeek Gap, ici un gap baissier, mais ce gap baissier n'a pas engendré la sortie par le bas de cette pattern. Vous l'avez ici en données hebdomadaires, et j'ai en données journalières tracé la ligne de tendance de la partie basse de la configuration chartiste. Et donc au stade actuel, tant que Nvidia s'accroche à cette ligne de tendance, tant que Nvidia s'accroche à sa moyenne mobile à 200 jours, eh bien, il n'y a pas d'impact technique baissier décisif sur le titre Nvidia. Cette semaine, vous avez la publication des résultats de Amazon et de Google, qui ont des configurations somme toute assez similaires, bullish les deux depuis la cassure de leur ancien record historique, avec une tendance haussière qui se déploie et qui consiste en fait à reporter l'amplitude de ce range, que ce soit ici sur Google ou vous voyez sur Amazon, on reporte l'amplitude de ce range, avec assez précision des ratios qui sont atteints. Donc pour Amazon, la tendance reste haussière au-dessus des 217 $, avec une prochaine cible à 250 $. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à utiliser la combinaison des facteurs techniques et voir que comme sur le S&P 500, le nuage journalier du système Ichimoku fait support, et sur Google, de la même façon, eh bien, le marché reste soutenu en données journalières par le nuage du système Ichimoku, et donc reste haussier à court terme tant que le marché se maintient ici au-dessus de cette zone support là des 185 $190. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire au moment donc bien sûr où j'enregistre cette vidéo. Et maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour vos likes, et donc place à cette semaine décisive pour l'emploi et la croissance aux États-Unis.